cette édition d'Info.tvc de ce vendredi 23 octobre. C'est l'édition d'une heure. Donc, on fait un survol de l'actualité locale, régionale et provinciale qui vous touche, vous, les Matapédiens. Et aussi, on passe à les entrevues que Zoé a réalisées cette semaine avec des acteurs matapédiens pour vous parler de l'actualité matapédienne. Donc, bonjour Zoé! Bonjour Émilie! On va commencer tout de suite avec les chiffres de la COVID, Zoé? Oui, en ce 23 octobre 2020, 7 nouveaux cas pour un total de 426 cas dans le Bas-Saint-Laurent et un nouveau cas dans la vallée de la Matapédia, mais pas aujourd'hui. Le nouveau cas est arrivé hier. Oui. On l'a su hier, le 22 octobre, pour un total de 20 cas dans la vallée de la Matapédia. En date du 23 octobre, 387 cas rétablis, 7 décès et 2 hospitalisations. En date d'hier, 402 tests de dépistage ont été effectués. Je tiens à dire, oui. L'État... Parce que là, il y a eu un point de presse ce midi avec la vice-première ministre... Geneviève Guilbeault. Geneviève Guilbeault. Et c'est ça. Nous, dans le Bas-Saint-Laurent, cette semaine, le docteur Sylvain Leduc, le directeur de la santé publique, dit que nous, dans le Bas-Saint-Laurent, ça semble se stabiliser depuis quelques temps, quelques jours. 1 à 5 cas par jour que nous avons, beaucoup moins qu'ailleurs. Et le 28 octobre, nous allons pouvoir, comme partout au Québec, réévaluer selon la région, finalement. Puis, il y a eu beaucoup de questions. Pourquoi on ne divise pas par MRC? Parce qu'on s'entend qu'ici, la vallée de la Matapédia, c'est vraiment différent, par exemple, qu'à Kamouraska. Ouais. Mais il y a beaucoup quand même de circulation. C'est ça que M. finalement, Leduc expliquait. Il y a beaucoup de circulation entre Rimouski, Matane, Amkoui. Donc, ça serait difficile de séparer tout ça en MRC. OK. Bon, maintenant, le point de presse de ce midi, le 23 octobre, avec la vice-première ministre Geneviève Guilbeault, a parlé beaucoup aux citoyens de Chaudière-Appalaches et de la capitale nationale. Relâchement des mesures sanitaires, alors elle parlait beaucoup à ces citoyens-là. L'heure est grave, qu'elle a dit. Demande à la population de se ressaisir. Elle mentionne que si ça continue comme ça, certains soins et opérations pourraient ne pas se faire. Ouh. Donc, on parle même de ceux qui ont peut-être même un cancer, Oui. qui ne pourront pas se faire traiter ou opérer, se faire enlever les tumeurs, par exemple, juste à cause de la COVID-19. Donc, c'est vraiment triste de ne pas pouvoir régler sa propre maladie à cause d'une maladie, de la pandémie. Oui, qui monopolise tout le système de la santé. Là. Tout le système. Là. Ouais. Donc, a dit que, finalement, Mme Guilbeault a dit que ça serait la prochaine étape, finalement, là, dans cette région-là. Donc, c'était un point de presse, je vous dirais, assez... alarmiste. Hein? Alarmiste, oui. Cette région encore là. Ça prend ça. On sent que les gens, y croient plus, on dirait. Hein? Il y a de moins en moins de cas, fait que les gens se relâchent, se disent, bah, il n'y en a plus ici, fait que c'est correct. Oui. Mais c'est ça. Nous, en tant que bons citoyens bas-laurentiens, on continue d'appliquer les mesures, les consignes, porter notre masque, c'est très important. Oui, bien, M. Lebaume, le maire de Québec, justement, c'est ça qu'il disait. Il disait, là, on dirait que les gens sont un peu comme tannés, à bout. Même qu'on sent qu'il y a même pas des manifestations, mais les gens sont un peu comme... En réaction. Oui, vraiment. Mais c'est le dernier coup à donner, là, peut-être. Tout à fait. Là, on l'espère, en tout cas. On l'espère. Depuis hier, le 22 octobre, 2 MRC de la Nodière est rendu dans la zone rouge. On en a parlé un petit peu durant toute la semaine. Oui. Alors, les MRC de Joliette et d'Autrey dans la région de la Nodière. Oui. On a eu une annonce du côté du tourisme. Oui. Le 21 octobre, Mme Caroline Proulx, de la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, finalement, qu'on a eu une annonce par rapport au tourisme, bien sûr, une aide financière pour les entreprises touristiques dans le Bas-Saint-Laurent. Alors, le gouvernement du Québec et l'Institution financière Filaction, qu'on appelle, lance un fonds de développement destiné aux entreprises, aux entrepreneurs touristiques, finalement, d'un montant de 11,5 millions. Mais sur 10 ans, par exemple. Quand même. Mais c'est quand même très bon. Puis ce fonds est financé également par le ministère du Tourisme et l'Institution financière Filaction à 5 millions, finalement, 750 000. Ah, mais c'est intéressant, ça. Fait que peut-être qu'on aura des développements touristiques dans le coin grâce à cet investissement des deux, du ministère et de l'institution financière. C'est vraiment intéressant. Oui, mais on a l'impression que peut-être qu'il y aura de plus en plus de touristes
Ben, on peut Dans pas les sortir du prochaines- pays, donc... hein? Oui, et aussi, les gens ont découvert notre belle région, j'ai Tout à l'impression, fait. cet été. Donc, ouais. Oui, premier anniversaire pour notre députée fédérale, Christina Michaud. Oui, 21 octobre 2020, ça a fait un an que Mme Christina Michaud est notre députée fédérale. Juste faire un petit résumé un peu parce qu'elle a plusieurs titres. Hein, Oui, elle est porte-parole de beaucoup de choses. de beaucoup de choses. Ouais. Elle s'est beaucoup impliquée. Ouais. Donc, ça fait un an que Christina Michaud devenait la plus jeune et la première femme, finalement, à représenter la circonscription Ouais, d'Avignon-la-Métis c'est Matane-Matapédia à la Chambre des communes du Canada sous la bannière du Bloc québécois. Ouais. Aussi, la première femme à occuper le poste de vice-présidente du Comité permanent de la sécurité publique et nationale. J'ai pas fini. Également, l'une des 4 parlementaires qui ont... elle fait partie de l'une des 4 parlementaires qui ont convoqué le comité d'urgence afin qu'il étudie la question du racisme systémique qu'on parle au sein des services policiers au Canada, dans la foulée, finalement, de la mort de George Floyd, qui s'est passé aux États-Unis. Ouais. Ensuite, elle est aussi la porte-parole du Bloc québécois en matière de changement climatique et la 4e députée à pouvoir déposer un projet de loi privé à la Chambre des communes. Donc, joyeux anniversaire à notre députée. Oui, fédérale. joyeux anniversaire d'élection. Oui, d'élection. Et aussi, par rapport au changement climatique et tout, on a vu qu'elle a fait aussi ici quelques actions par rapport à ça, les arbres qui ont planté un peu partout dans les 4 circonscriptions. Donc on continue de suivre tout ce qu'elle fait pour nous, en fait, notre députée, puis on va continuer on espère finalement la rejoindre pour la voir en entrevue bientôt. Oui, ça serait vraiment bien, justement. Oui. Ensuite, les permis de conduire pourraient devenir obligatoires pour les VTT. Oui, Oh! avec un véhicule hors route, finalement. Ouais. Les VTT, peu importe, là aussi, Les motos, le motoneige, etc. Ouais. C'est un projet de loi qui a été déposé, finalement, aujourd'hui par le ministère des Transports pour rehausser la sécurité parce que depuis une dizaine d'années, finalement, on mentionne qu'une vingtaine de personnes décèdent ou subissent de graves blessures. Donc, dossier à suivre. Oui. Par rapport à ça. À suivre. À C'est suivre. tout ce qu'il y a à dire. On verra Ça, où c'est que ça a été s'en va. lancé ce Ouais, c'est matin, ça. Donc, dossier voilà. à suivre. On a une mise à jour du côté de Val-d'Irène. Là, on a eu quelques bribes qui disaient qu'on allait avoir du ski, mais là, on a des nouvelles fraîches. Oui, une bonne nouvelle, même si on tombe dans la zone rouge, on va avoir du ski pareil. Oui. Donc, très bonne nouvelle. Ouverture de la saison début décembre, mi-décembre, dans ce Dépendant de coin-là. la neige, là, évidemment. Comme l'année passée, ça a ouvert un petit peu plus tôt, Ouais. parce que l'année passée, on a eu beaucoup de neige tôt. Peut-être que ça nous ferait du bien que ça arrive tôt, la neige cette année, finalement, avec tout ce qu'on vit. Là. Moi je suis pas très neige, mais là... Peut-être. La pureté du blanc, puis ça ferait peut-être du bien. Puis C'est dehors, on attrape peut-être moins un peu aussi... Oui, c'est sûr, il y a moins de risque de contamination, en plein air. Oui, en plein ça. Oui. Lise Tremblay, la nouvelle directrice Oui. générale de Val-d'Irène, a mentionné que les télésièges seront en opération, puis obligatoire, bien sûr, quand même, de respecter la distanciation sociale dans la file d'attente pour les télésièges. Puis aussi, le port du couvre-visage est important. Mais le cache-cou et le foulard sont acceptés à l'extérieur pourvu qu'ils couvrent le nez et la bouche. Ah, c'était Donc, ma question. J'allais dire, comment on va faire pour mettre un masque par-dessus notre cache-cou, en dessous de nos grosses lunettes? Ça n'aura plus de bon sens, mais si le cache-cou... Donc, c'est fait l'affaire. C'est pour ça que c'était long sortir, Oui. j'ai l'impression, les règlements, c'est qu'ils devaient tous penser à ça Tout à fait. ce mois-ci. Puis, remboursement, si jamais, là, on peut jamais être sûr à 100% avec la pandémie, mais si jamais remboursement des cartes de saison, si jamais ils ferment. OK. Puis, système, ils vont développer, c'est vraiment intéressant, ils vont développer un système d'achat en ligne pour les billets avant de partir le matin. Ah, là. ça, c'était pas actif. C'est bien qu'ils mettent ça en place. Là, pas le choix avec la pandémie. Là. Tout à fait. On veut plus d'argent, là, de monnaie. On veut tout que ce soit par carte ou électronique. Puis, réservation en ligne des cours et de location d'équipement aussi. Ah, c'est bien. Bien, la pandémie a eu ça de bon. Ça force un virage numérique de beaucoup d'entreprises. Oui, c'est vraiment triste, la pandémie, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même des points qu'on a appris, je dirais, qu'on a améliorés, qui nous a forcés à s'améliorer finalement, et qu'on va garder, c'est sûr. Exactement. Bien, merci beaucoup, Zoé, d'avoir fait le tour de l'actualité. On s'en va à une courte pause et tout de suite après, on tombe dans le bloc entrevue que tu vas réaliser cette semaine.
rencontré pour nous Pierre Damour, le maire d'Amqui. Oui, on a parlé du dernier conseil de ville qui était lundi passé. On a parlé de l'Halloween qui sera différent cette année. Ouais. Et on a aussi parlé de la suite du dossier entre la MRC de la Matapédia et la ville d'Amqui concernant le bâtiment sur la route 132 de la MRC de la Matapédia. Super, merci. On s'en va voir le topo. On est le 21 octobre après-midi. Je suis présentement avec le maire d'Amqui, Pierre Damour. Bonjour. Bonjour, Madame Zoé. Toujours un plaisir de vous accueillir. Oui, mais merci beaucoup. Alors, on veut parler du fait que le gouvernement du Québec, M. Legault, a dit la semaine passée qu'on pouvait fêter, que les enfants pouvaient passer l'Halloween, mais la ville d'Amqui préfère pas. Oui, on peut le dire ainsi. Donc, nous, on a mis un communiqué la semaine dernière dans lequel on invite les familles à ne pas circuler par le porte-à-porte le 31 octobre. Mais on a une belle initiative à leur proposer là, pour les jeunes de 4 à 11 ans, je dirais, donc les jeunes qui fréquentent les écoles Caron et Sainte-Ursule. Donc, à notre façon, à nous, du côté d'Amqui, on souhaite fêter l'Halloween autrement. Donc, en fin de journée, là, les activités vont... L'hôtel de ville, la salle Gérard Dubé, va s'animer pour la préparation des sacs. Donc, on est à l'endroit où ça se passe, là, aujourd'hui ou demain. Ça va aller être livré dans les écoles primaires la semaine prochaine. Oui, le 30 octobre, je pense, à l'extérieur dans la cour d'école. Tout à fait. Mais les sacs qui se préparent aujourd'hui et demain là, vont être livrés en milieu de semaine, je crois, dans les écoles. Donc, tout le matériel va déjà être là. Mais le vendredi, il va y avoir, groupe par groupe, donc les bulles déjà définies du côté des écoles. Donc, il y aura des employés de la ville qui vont venir remettre ça aux enfants. Avec distanciation sociale, les règles sanitaires respectées. Parfait. Puis on voit derrière, vous êtes en train de faire l'organisation de tout ça? Oui. Donc, en fin de journée, ça va s'animer. Là, il y aura un certain nombre d'employés qui vont venir remplir les sacs. Et juste un petit geste écologique derrière ça, les sacs sont des sacs qui vont éventuellement servir pour faire les emplettes du côté de l'épicerie. Donc, c'est des sacs à fruits et à légumes. Donc, on fait un 2 pour 1. On pose quand même un geste écologique. Donc, le sac dans lequel seront les friandises. Puis, d'autres petites surprises. Il n'y a pas que des friandises dans les sacs là, qui seront remis le 30, mais le sac en soi va pouvoir être récupéré pour que les gens puissent s'en servir à l'épicerie. OK. Donc, les parents gardent les sacs pour, comme on dit, les sacs fruits et légumes quand on va à l'épicerie, là, finalement. Exactement. Très bonne idée. Très bonne idée. On fait l'Halloween autrement. Nous, on invite les gens à fêter autrement, peuvent décorer, mais le 31, on a une invitation, puis on est conscient là, que ce n'est pas nécessairement le gouvernement ou le premier ministre a lancé l'invitation, qui pouvait quand même passer. Mais quand on regarde les mesures qui sont mises en place pour assurer là, ce type, donc on parle de bulles famille, donc les jeunes avec les parents. Donc, ça suppose aussi que les ados ne passent pas dans le cadre avec un groupe d'amis. On évite que, ou plutôt, dans le cadre du gouvernement du Québec, on dit que ça doit être par bulle familiale. Oui, en famille. On souhaite aussi que ce soit par quartier. Donc, il y a quand même déjà un certain nombre de mesures. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on invite les gens à ne pas faire le porte-à-porte, mais on sait très bien qu'il y aura des petites initiatives locales dans des domaines... Oui, c'est important de mentionner que c'est pas interdit, Exact. mais vous Exact. invitez finalement Oui, les gens. Oui. Donc, on ne veut pas une grande parade dans l'ensemble des rues, mais on sait très bien qu'il y aura des familles, des noyaux familiales qui vont décider d'aller se visiter. Et puis ça, je pense que dans le cadre sécuritaire, puis ça, on ne veut pas empêcher ça, mais le message, c'est une invitation pour l'Halloween de cette année à fêter autrement. Et nous, ce qu'on dit pour vous remercier, ou dans le fond, un geste positif à poser dans ce cadre-là, c'est que nous, on va poser une action concrète le vendredi du 30 octobre. Oui, c'est très gentil, c'est très généreux. Aussi, on voulait aussi parler du conseil de ville qui a eu lieu lundi passé. Oui. Là, présentement, on est mercredi après-midi. Je voulais savoir, finalement, les grandes lignes qui ont ressorti durant la séance. Oui. D'abord, préciser que c'est la première rencontre qu'on tient à l'hôtel de ville depuis février dernier. Alors, vous allez peut-être voir, là, les plexiglas sont installés entre chaque élu. Il y a, au niveau des gestionnaires, la distanciation du 2 mètres. Donc, c'est en vrai, c'était pas virtuellement. Exactement. Donc, c'est une première. Donc, honnêtement, on était heureux, là, l'ensemble des élus. On a eu des citoyens qui sont présentés. Donc, avec les espaces du 2 mètres, on avait quelqu'un à la porte qui s'assurait que le registre était signé, les mains étaient lavées, qu'à l'intérieur de la salle. Donc, on avait mis les mesures préventives là, pour s'assurer, mais on était heureux. Là. Je pense que c'est un souhait qui était là du côté des élus de pouvoir revenir tenir nos séances. Oui, à l'hôtel de ville, je pense que c'est symbolique aussi là, d'être en présence puis que ce soit l'endroit où les décisions se prennent. Alors, dans la mesure où
les mesures sanitaires nous le permettent, on souhaite continuer dans ce sens-là. Oui. J'ai vu que, parce que là, on le sait que la MRC de la Matapédia et la Ville d'Amqui vont en cours. Puis, on voit dans l'ordre du jour que vous faites affaire présentement avec une firme d'avocats. Oui. En fait, c'est dans la suite du processus, dans la mesure où, au mois d'août, la MRC décide de prendre un recours judiciaire. Évidemment, on est dans des situations d'interprétation. La MRC avait un avis qui disait que l'entente convenue en 2016 correspond... C'est par rapport au bâtiment sur la rue du Pont, le bâtiment de la MRC. Oui, sur la route 132 ouest, oui. Puis de notre côté, on présume qu'on a le droit d'appliquer notre règlement de taxation. Donc, préalablement, tant du côté de la MRC que de la Ville de Mcou, on avait des avis préliminaires. Maintenant, on ne s'entend pas sur cette situation-là. Donc, il y a un recours judiciaire qui a été amorcé par la MRC. Donc, la Ville, elle doit se préparer en conséquence pour également préparer sa dépense, faire valoir son point de vue dans ce cadre-là. Effectivement, on fait affaire avec une firme d'avocats et c'est la même firme qui nous avait accompagnés là, dans l'avis qu'on s'était fait donner là, le printemps dernier. Par ailleurs, bien évidemment, on assiste toujours au coût. Nous, on fait également une demande du côté de l'Union des municipalités du Québec pour nous aider à assumer là, les coûts liés à ce litige-là. Mais grosso modo, c'est une démarche logique à la suite de ce qui s'est passé en haut. Là. Il n'y a pas de situation qui dégénère dans ce cadre-là. Non, c'est juste pour dire que ça continue, oui. Ça va toujours aller en cours. Puis vous faites affaire chacun de votre bord avec une firme d'avocats. Oui. Puis il y aura les plaidoyers qui vont se faire de part et d'autre. Puis je pense que ça le fait dans le respect de chacune des entités. Là, puis il ne faut pas y voir là une situation qui s'envenime davantage. C'est un litige. Il y a deux versions, il y a deux interprétations d'une entente qui a été convenue. Puis on va aller chercher, là, dans le fond, un état clair sur ce dossier-là. Okay, parfait. Aussi, j'ai vu 3 fois dans l'ordre du jour, ça m'a comme marqué une suspension salariale de 5 heures pour 3 employés. Oui. C'est tous le même motif. Dans les faits, c'est quelque chose qu'on regarde. Là, c'est vraiment dans une dynamique patronale syndicale. Suivant ça, ces mesures-là, il y a un grief qui a été déposé par le syndicat. Actuellement, c'est des éléments qu'on amène du côté du conseil municipal, mais éventuellement, ce qu'on regarde, c'est qu'avant même d'arriver à traiter ces demandes-là, du côté du conseil municipal, on regarde dans quelle mesure à l'interne, dans le cadre d'un comité de relations de travail, on sera en mesure de gérer ces dossiers-là, mais c'est rien de majeur, c'est vraiment une situation là, ça arrive à l'occasion, on s'assure qu'on prend des mesures. C'est pas agréable, mais en même temps, on doit jouer notre rôle d'employeur dans certaines situations. Voilà. Okay. Aussi, il y a eu une pré-demande qu'on dit par rapport au ministère de la Culture et des Communications. Donc, est-ce qu'on peut savoir c'est quoi le projet? Moi, ça m'intéresse. En fait, depuis un certain temps, vous savez, la culture à Mkoui, c'est une grande importance. Actuellement, on est le partenaire majeur là, au niveau de diffusion Mordicus, mais quand on regarde plus globalement quels sont les autres éléments qui soutiennent notre animation culturelle à Mkoui, on pense qu'on a du travail à faire de ce côté-là. On ne s'en cache pas. Je pense que on se le fait dire à l'occasion. On a une belle infrastructure qui est celle de l'Agora, réservée en période estivale, donc des choses comme ça. Donc, ce qu'on s'est aperçu, c'est que la Ville d'Amqui ne possédait pas de politique culturelle. Alors, voilà, on a une préoccupation culturelle. Alors, dans la mesure où la Ville d'Amqui se dote d'une politique culturelle, bien, c'est sûr qu'elle sera en mesure d'adresser des demandes pour avoir des aides gouvernementales, entre autres du ministère de la Culture et des Communications. Donc, actuellement, ce qu'on sait, c'est qu'il y a une ouverture à la direction régionale pour déposer un projet de politique culturelle. Donc, ça se fait aussi avec la complicité de Pascal Saint-Amand, l'agent culturel à la MRC de la Matapédia. Donc, une bonne nouvelle là, pour les citoyens et les citoyennes d'Amqui, mais pour l'instant, le contenu comme tel de la politique n'est pas défini. On est vraiment dans une démarche pour être accompagné pour réaliser notre politique culturelle. OK, parfait. Pour finir, en finissant, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter pour que nos citoyens devraient savoir? Bien, peut-être un élément d'intérêt qui est en lien avec ce qu'on vit actuellement au niveau de la pandémie. Depuis février, évidemment, moi, je travaille, mon bureau est à domicile, donc je suis installé là. Je viens quand même à l'occasion pour tenir des rencontres, mais plus souvent qu'autrement, ça se passe par téléphone, ça se passe par Zoom, donc des rencontres virtuelles. On en a tenu beaucoup. Et c'est le même défi pour, lorsqu'est arrivée la fermeture de l'hôtel de ville, la fermeture de nos services. On s'est retrouvés avec des employés, des gestionnaires qui se retrouvaient à travailler chez eux, mais on n'avait pas vraiment de politique de télétravail. Alors, ce qu'on a déposé lundi dernier, c'est une politique qui définit dans quel cadre on va permettre le télétravail à nos gestionnaires, entre autres, ou à un certain nombre d'employés dans le cadre d'un certain nombre de situations bien connues. Donc, on réagit, je dirais, on se réajuste à la réalité qui est celle de la pandémie, mais qui, somme toute, risque de devenir une réalité pour l'ensemble des activités. On entend le gouvernement dire que le télétravail, bien, c'est une avenue qui est possible maintenant. Partout, on
dirait qu'on Alors, s'en va vers le oui. télétravail. Alors, on suit la communauté politique. Ce que ça veut dire, c'est que si on la favorise, le télétravail, c'est que, je donne un exemple. On a demandé à nos employés, à nos gestionnaires, de travailler à partir de leur domicile, alors qu'ils utilisaient leur équipement personnel. Alors, donc, on a aussi à la même séance procédé à l'acquisition d'équipements permettant à nos gestionnaires d'avoir des outils de travail efficaces. Alors, à la maison ou en tout déplacement. Donc, c'est de l'achat d'équipements qui va leur permettre d'avoir un environnement de travail virtuel, peu importe où ils se trouvent. Alors, je pense que dans ce cadre-là, si temporairement, c'est une raison qui amène un employé, un gestionnaire à travailler à partir de son domicile, bien, il y aura déjà son environnement de travail qui sera prêt. Donc, il sera mobile. Alors, je pense que c'est une bonne nouvelle. Puis on a vu d'autres organisations qui le faisaient également. Mais voilà, donc ça, c'est l'effet, je dirais, de réflexion que nous a amené la COVID. Puis on pense que ça va être utile à d'autres fins que celles qui est liée à une pandémie. Oui, c'est une réflexion aussi qu'on voit un peu partout, là, de faire plus de télétravail. Bien, merci beaucoup, Pierre Damour, maire d'Amqui, et à la prochaine. Merci. Pour nous joindre, composez le 418-629-4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Alors, on a des nouvelles de la Chambre de commerce de la MRC de la Matapédia, Zoé? Oui, on vous présente le nouveau coprésident avec Christina Lee, Nicolas Ouellette-Michaud. Puis on parle aussi de qu'est-ce que la Chambre de commerce de la MRC de la Matapédia offre à ses membres pendant la pandémie. Présentement, il y a 2 présidents à la Chambre de commerce de la MRC de la Matapédia. En fait, une présidente qui est Christina Lee, qui est déjà présidente depuis quelques années. Et maintenant, il y a un nouveau qui s'appelle Nicolas Ouellette-Michaud et je l'ai présentement en entrevue avec moi. Bonjour! Allô, Zoé, ça va bien? Ben oui, toi? Oui, très bien, merci. J'avais envie de te présenter aux gens parce que c'est tout nouveau que tu es rendu coprésident. Oui, tout à fait. C'est ça, depuis fin septembre, là, quelque part en septembre, que Christina et moi, on assure la coprésidence de la Chambre de commerce. Moi, j'étais déjà sur le conseil d'administration depuis 2 ans à titre de trésorier, mais là, je suis là comme coprésident et trésorier là, depuis septembre. Félicitations tout d'abord. Puis c'est ça, effectivement, tu rentres un peu comme dans un moment un peu spécial pour les commerces à cause de la pandémie. Donc, tout d'abord, pour commencer, j'aurais envie de savoir, on le sait que la première vague a beaucoup eu d'impact sur les commerces et ça va en avoir encore pour longtemps. Donc, je voudrais savoir comment vont vos membres, finalement. Bien, c'est certain que la première vague de ce printemps était quand même très difficile. Il y a eu beaucoup de fermetures. Bien, les commerces devaient fermer. Il y avait le grand confinement. Après ça, cet été, à un moment donné, on a eu un gros boom peut-être économique au niveau de la région. Là, on voyait qu'il y avait beaucoup de touristes, il y avait beaucoup de gens. Les gens sortaient, les gens étaient peut-être moins restreints, moins confinés. Oui, donc, aussi, les gens avaient envie d'acheter locaux aussi, je pense, beaucoup. Oui, là. Il y a eu des grosses campagnes d'achat local aussi. Puis on a vu ça un petit peu au niveau provincial. C'est certain que là, l'automne arrive, la rentrée scolaire, bon, moins de tourisme. La deuxième vague, c'est certain qu'on la sent. Puis, je te dirais qu'on sent encore les effets de la première vague. Là, beaucoup de commerces qui ont de la misère présentement là, au niveau de l'approvisionnement, des transports de marchandises. On a de la misère à recevoir les stocks, à recevoir les choses qu'on veut vendre aux clients. Donc, à cause justement de la première vague où tout était fermé un peu partout dans le monde, les usines, les chaînes de production. Donc là, on a accumulé des retards, puis là, on n'est plus capable de fournir à la demande. Donc, c'est certain qu'on sent toujours là, les impacts de cette première vague-là. Donc, si une deuxième vague, si on devait en venir qu'à fermer encore une autre fois, les commerces, les usines, les chaînes de production, ça pourrait être vraiment difficile au niveau de nos commerçants, de nos membres. Oui, bien, il y en a qui n'ont pas survécu à la première vague. Je présume que si on ferme encore les commerces, il y en a qui vont pas finalement réussir à traverser la deuxième vague, puis il y en a qui vont s'en sortir. Mais c'est vrai que on le voit présentement quand on va dans les commerces dans la vallée de la Matapédia, il manque un peu de produits. Là. On le voit que ça prend du temps avant de remplir les étages. Là. Puis c'est comme ça un peu partout, puis c'est vraiment c'est pas selon la volonté des marchands, des commerçants. Là, c'est vraiment eux veulent avoir les choses, commandent les choses, mais finalement les commandes arrivent, puis il manque plein de produits, puis les choses arrivent pas. Là, donc
faut être un peu indulgent là, envers nos commerçants là, par rapport à tout ça. Là. C'est pas de leur faute. Puis c'est comme ça un petit peu partout. Là, on le voit dans la Matapédia, puis on le voit dans les autres régions aussi. Là, Ben oui, parce qu'eux, ils veulent vendre des produits, c'est pas ça le problème. Oui. C'est ça. Puis, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a un type de commerce qui ont plus de la difficulté présentement que d'autres? C'est certain qu'au niveau, tout ce qui est plus, peut-être, je te dirais, restauration, hébergement, ça a été moins facile la première vague. À l'été, peut-être qu'on le sentait un petit peu moins à cause justement du tourisme, mais là, je pense que c'est peut-être moins évident ce secteur-là. Là. OK, ouais. Et ouais, en ville aussi, c'est comme ça. C'est sûr que c'est vraiment les restaurants, les bars, aussi le culturel qui ont vraiment de la misère. Là. Alors, je voulais savoir quelles actions que vous avez faites pour vos membres, pour les aider, et quelles actions que vous pensez faire aussi dans les prochains mois. Ouais, c'est certain qu'au niveau de la première vague, on a été très actifs là, au niveau de relayer l'information à nos membres sur les mesures qui existaient pour eux, pour les aider, les mesures financières, les subventions, ces choses-là. On a mis en place aussi là, un programme de formation avec le PACME, là, qui est un programme pour subventionner de la formation en entreprise. Donc ça, c'est en cours là, présentement dans une cohorte qui vient de démarrer, là, des gens d'entreprise qui ont débuté une formation. Là, c'est à faire avec le gouvernement du Québec. Donc ça, on a mis ça en place. C'est certain qu'on va continuer à fournir vraiment de l'information à nos membres pour leur indiquer où ils peuvent aller chercher de l'aide, des mesures financières pour les supporter durant cette période-là. Au niveau de l'automne, on a eu un nouveau CA qui a été élu là, au mois de juillet. Donc, le CA de la Chambre de commerce est vraiment nouveau à presque 90%, je te dirais. Là. Il y a vraiment beaucoup de gens, beaucoup de nouvelles idées, beaucoup de nouvelles choses qui sont en cours. Oui, c'est positif. Oui, tout à fait. Puis, on va avoir beaucoup d'annonces là, qui vont venir dans les semaines... dans les prochaines semaines, là, je te dirais d'ici la mi-novembre, là, plusieurs campagnes majeures puis, qui vont vraiment favoriser l'achat local, qui vont favoriser le commerce ici dans la Matapédia. Donc, je ne veux pas trop m'avancer aujourd'hui parce qu'on a quand même des grandes annonces à venir puis je ne veux pas voler le punch là, pour nos prochains... On refera une entrevue. nos prochains dévoilements. Mais je te dirais que d'ici la mi-novembre, là, on a vraiment plusieurs grosses choses, des choses vraiment intéressantes, là, des choses des choses, oui, mettons la campagne de Noël qui revient, mais aussi des nouvelles promotions, des nouvelles campagnes là, vraiment très intéressantes pour les gens d'ici puis qui vont donner un coup de pouce là, à nos commerçants, à nos membres. Oui, puis j'imagine que qu'est-ce qui va revenir comme événement, ça va être différent aussi à cause de la pandémie. Puis aussi, vous devez vous ajuster comme tout le monde, si on va être dans zone rouge ou pas dans les prochaines semaines. Oui, tout à fait, c'est ça. C'est sûr que nos événements ne se tiennent pas en personne. Puis bon, on a vu, là, on a dû annuler le gala là, au mois de mars là, qui devait avoir lieu le 21 mars. Donc finalement, ça a dû être reporté. Gala qui va se tenir sous une nouvelle forme. Là. Ça aussi, c'est une information que vous allez avoir là, dans les prochaines semaines là, sur la tenue du gala. Là. Comment on va faire pour tenir ça puis célébrer là, les réussites matapédiennes finalement, même si on ne peut pas se réunir dans une salle tous ensemble. OK, parfait. Bon, est-ce que tu as quelque chose à ajouter pour les Matapédiens ou pour tes membres? Ben, je dirais aux gens, dans le fond, aux gens de la Matapédia, continuez à encourager nos commerçants, nos marchands. Ils ont besoin de vous présentement. C'est certain que, comme on disait, difficulté d'approvisionnement, tout ça, il ne faut pas leur en tenir rigueur. C'est pas de leur faute. Donc, on continue d'encourager nos gens. Puis pour nos membres, c'est sûr la Chambre est là pour vous. Donc, si vous avez besoin de support, vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas. Là. On a un super de beau CA, puis on a Bourema Traoré là, aussi, qui est notre directeur, là, qui peut faire le lien avec vous. Donc, sachez que la Chambre est là pour vous soutenir. Oui, puis même si c'est comme ça pour tout le monde ces temps-ci, j'ai l'impression que même si on est moins là en présence, virtuellement ou par téléphone, il y a toujours moyen, je présume, de rentrer en contact avec vous. Tout à fait. Courriel, téléphone, puis si une rencontre est nécessaire, on peut toujours s'adapter là, puis organiser une rencontre. Parfait. Alors, Nicolas Ouellet-Michaud, le nouveau coprésident avec Christine Ali de la Chambre de commerce de la MRC de la Matapédia. Merci beaucoup pour l'entrevue. On en fera d'autres. Puis, félicitations encore. Merci beaucoup. Au revoir. Bye-bye. Cette semaine, à l'émission Héritage, c'est plus facile d'aimer totalement que d'aimer partiellement.
Dès vendredi, l'émission sera diffusée chaque jour aux heures suivantes. Ma belle voix s'élève de l'abîme, monte vers toi. Vous vous êtes rendu au Cinéma Figaro d'Amqui pour avoir de leurs nouvelles? Oui, j'ai parlé avec la directrice générale Marie-Michel Voyer, puis on a pris le pouls finalement depuis le mois de juillet, depuis la réouverture. Comment ça se passe au Cinéma Figaro d'Amqui? On est le 21 octobre après-midi. Je suis présentement au Cinéma Figaro avec la directrice générale, Marie-Michel Voyer, pour parler de la réouverture du Cinéma Figaro depuis la COVID-19. Bon, j'ai la réouverture, ça fait quand même depuis fin juin, début juillet que vous avez rouvert. Mais quand même, comme on disait un peu avant en pré-entrevue, il y a comme eu 3 phases. Hein? Il y a eu la fermeture, il y a eu la réouverture, puis là, présentement, on vit comme avec la deuxième vague. J'ai l'impression que ça doit vous affecter aussi. Vous avez sûrement dû réajuster un peu vos règlements et tout. Donc, est-ce que tu peux m'expliquer un peu les 3 phases? Donc, c'est sûr, Zoé, au 18 mars, là, on a dû fermer, là, c'était la même situation pour tous les cinémas au Québec. Fait que là, on s'est retrouvés fermés. Comme tous les commerces, on est restés chez nous, puis on a attendu que ça se fasse. Quand on a finalement eu le OK pour réouvrir, les cinémas au Québec se sont bien concertés. On a choisi d'ouvrir tous en même temps. Donc, on avait choisi le 3 juillet. Puis, même si le gouvernement avait autorisé qu'on ouvre un peu plus tôt, on avait attendu cette date-là parce qu'on savait qu'il y avait des produits américains qui s'en venaient. Là. Il y avait des dates de sortie au 10 de juillet, au 24 de juillet. Donc, j'imagine que vous attendez à une grosse réouverture, en plus avec les films, les gros films américains. Oui, bien, c'est sûr que moi, Zoé, j'avais préparé l'équipe et le cinéma. On était prêts pour avoir du monde. Mais bon, finalement, c'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé. La pandémie aux États-Unis a repris de l'ampleur vers la fin juin. Les Américains ont retiré leurs produits. Donc là, on s'est retrouvés, on avait annoncé l'ouverture et on n'avait pas de choix de produits là, presque à offrir aux gens. Et puis, ça a été une réouverture très timide. Mais quel genre de film que vous avez eu pour remplacer ces grands films américains là, qui sont très populaires, on va se le dire? Oui, c'est sûr que c'est eux qui apportent le plus d'achalandage dans nos cinémas. Donc, au début, on a même réouvert avec des anciens produits. Les premières semaines, on a été réouvert avec des vieux films. Donc, on avait le choix de reprendre les titres du printemps avant la fermeture, mais ces titres-là avaient été disponibles là, tout le temps de la pandémie à la télé sur demande. Donc, tout le monde les avait écoutés plein de fois. Ou d'aller dans du vraiment vintage. Là. Donc, le cinéma Figaro lui avait choisi là, d'offrir des vieux films d'animation de Disney. Bon, on a pensé d'offrir quelque chose de différent, mais c'était... Je pense que les cinémas qui avaient choisi l'autre option, nous, personne n'a eu... un succès monstre avec sa réouverture. Là. Donc, mais c'est pas juste à cause des films, c'est aussi sûrement parce que les gens étaient craintifs après, tu sais, je veux dire, oui, on avait tout réouvert, mais le coronavirus était toujours là. Oui, les gens étaient craintifs. Puis, les gens étaient pas très connaissants non plus des règles que les cinémas devaient appliquer. Ils pensaient qu'ils devaient garder leur masque pendant tout le film, des choses comme ça. Donc, c'est sûr que si les films t'intéressent moyennement, tu les as déjà vus, puis tu as pour message de rester chez vous, ben tu restes chez vous, hein? Non, c'est clair. Puis, par la suite, finalement, bien, tu me disais en pré-entrevue que les jeunes, par exemple, étaient plus au rendez-vous que les adultes. Oui, donc là, au mois d'août, au mois de septembre, je me souviens plus exactement, excuse-moi, Zoé, de la date de sortie de ce film-là, mais on a eu le film After, d'après moi, au début septembre. Là. Et ça, oui, ça a attiré. Depuis la réouverture, c'est le seul titre là, qui a fait... que là, on a eu un achalandage normal que nous, on était plus accoutumés à avoir. Là, puis il y a eu aussi cet été le film avec Patrick Huard, le cirque, Mon cirque à moi, que lui a été quand même finalement eux ils ont décidé de sortir leur film pour un peu compenser les films perdus. Là. Oui, bien, tous les distributeurs québécois ont été très généreux. Là. Après l'annonce des Américains, ça s'est concerté ensemble. Comme je t'expliquais, le film Mon cirque à moi n'était pas prévu pour cet été. Le produit était prêt. Séville ont décidé de le mettre à l'affiche cet été. Là. Donc, ils prenaient quand même un risque, je pense, parce qu'ils savaient bien que les salles de cinéma, là, ça ne fonctionnait pas.
Oui, mais en même temps, les films américains sont pas là, donc c'est le temps aussi d'en profiter. J'imagine que ça devait aussi faire leur affaire d'un certain sens. Là. Oui. Mais ici, au cinéma Figaro, Zoé, les films québécois sont toujours très appréciés. Puis on fait, oui, ça fonctionne bien. Oui. Consommation locale. Vraiment, oui, vraiment. OK, donc là, présentement, on est l'automne. Avec la deuxième vague, nouveaux règlements, tout est nouveau. Donc, je présume que là, est-ce qu'il y a moins de gens qui viennent? Est-ce qu'il y a des règlements différents? Bien, comme nous, le cinéma, ici en région, dans le Bas-Saint-Laurent, comme on est dans une zone orange, les règles n'ont pas changé. Okay. Donc, pour ce qui est de nous, on maintient toujours 2 bancs d'écart entre les clients. Les masques peuvent être enlevés un coup assis. Où ça a un incidence, c'est que comme la majorité de la population vit dans des zones rouges, bien là, il y a énormément de cinémas fermés et on vit le même problème qu'on a vécu cet été, c'est que là, les distributeurs font comme « Oh non, on va pas là, on attend, on garde notre produit au chaud pour quand il y aura quelque chose. Il y aura enfin des gens pour le voir. » Puis aussi, le 28 jours, le fameux 28 jours qu'on parle du mois d'octobre va bientôt finir. Donc, j'imagine que là, vous attendez. Qu'est-ce qui va arriver pour nous, les salles de cinéma et ailleurs? Est-ce qu'ils vont rouvrir, ou est-ce qu'il va y avoir des nouvelles réglementations? Oui, c'est ça. Donc, on n'a pas de scoop à t'offrir, Zoé, parce que on attend le 28 octobre. Il y a des choses sur la table. On est très chanceux. On a une association de propriétaires de cinéma indépendants qui travaillent pour nous, dont on est membre, mais qui travaillent pour nous au niveau du gouvernement. Donc, Marie-Michel, elle n'a pas besoin d'appeler à la santé publique. Là. On est gâtés, ils travaillent très fort. Il y a des choses qui sont sur la table, mais il n'y a rien de confirmé. Donc, il faut attendre ce fameux 28 octobre. Puis ensuite, on verra qu'est-ce qui se passe avec les cinémas. Vous devez tout le temps vous sentir un peu sur la soupe chaude, du sens que depuis 4 mois, là, du sens, est-ce qu'on va fermer demain? Est-ce qu'on va rouvrir? Etc. Là? Ben moi, Zoé, je ne mentirais pas. J'ai jamais été autant stressée par le cinéma. C'est vraiment le domaine qui est le plus touché avec la restauration, la culture. Ben, tu sais, je comprends que c'est pas un domaine essentiel, c'est correct, mais c'est... pour les gens, c'est peut-être superficiel, mais quand que là, nous, on est dedans, on vient qu'on ne sait plus quoi faire. Puis on aurait le choix aussi de dire qu'on ferme en attendant, parce que là, l'achalandage, tu sais, on aurait le choix aussi de choisir de fermer. On vient on ne sait plus sur quel pied danser. Puis là, juste pour finir, cette semaine, tu as publié sur Facebook Aventuriers Voyageurs. Dans le fond, c'est la saison de l'automne que vous avez annulée. Oui, bien en fait, c'est pas... Malheureusement, Zoé, ce n'est pas mon choix, mais comme eux, 75% des cinémas dans lesquels ils distribuent leurs produits sont fermés, ils ont décidé de retirer leurs produits dans toute la saison, là, jusqu'à le film qui est sur la fin décembre, début janvier, qui est la Suisse, là, les gens qui avaient la programmation. Donc, tous les films jusqu'à la Suisse, c'est reporté à la saison prochaine. Donc, on n'a pas le choix de suivre et c'est... Puis, on est un peu déçus parce que on avait présenté le premier et on a eu une bonne réponse de la population matapédienne. C'était, bien, merci, vous étiez là. Puis, c'est important aussi de dire présentement, qu'est-ce qui est à la... Bien, présentement, il est 14h et il y a des gens qui écoutent le film, le documentaire Femmes, Femmes avec un S. Puis pour toutes les femmes de la vallée de la Matapédia, c'était gratuit. Puis est-ce que c'est gratuit toute la semaine, le film? Non, aujourd'hui, c'était le Centre de femmes qui offrait la projection. Donc, c'est pour ça que c'était gratuit pour les femmes de la Matapédia et les dames étaient au rendez-vous. C'était vraiment agréable. Il y avait beaucoup de gens, très bonne idée. Puis, donc, je vous merci beaucoup pour l'entrevue, Marie-Michel Voyer, directrice générale du Cinéma Figaro. Et je vous invite à venir regarder des films au cinéma. On dit acheter local, mais aussi consommer local, c'est important. C'est maintenant le moment de la chronique de mon préféré, Christo. Ben ouais. De quoi qu'il nous parle cette semaine, mon beau Christo? Il était voir Michel Coutu pour la programmation du mois de novembre de Diffusion Mordicus. Bonjour, ici Christo. Bienvenue dans cette nouvelle chronique culturelle. Cette semaine, j'ai décidé de vous parler de culture matapédienne, car hier, soit jeudi, Diffusion Mordicus a dévoilé les spectacles qui vont passer à la salle Jean Cossette
le prochain mois. Donc pour ceux qui n'ont pas eu la nouvelle, j'ai décidé de vous la partager, de vous expliquer c'est quoi les spectacles qui vont avoir lieu prochainement. Le 27 octobre prochain aura lieu le spectacle de Rosalie Vaillancourt, une humoriste. Elle va nous présenter son premier one-woman show. Vu qu'avec la COVID, l'espace dans la salle est quand même assez limité, Diffusion Mordicus a décidé de faire 2 représentations. Il y en aura donc une à 18h et une autre à 20h30. Le 31 octobre prochain, le soir de l'Halloween, aura lieu le spectacle Frida Kahlo mettant en vedette Sophie Fauché. Ce spectacle est la revisite de l'œuvre de Frida Kahlo, une peintre mexicaine. Le 7 novembre prochain, nous aurons la chance d'avoir dans la vallée Martin Levac. Son tout nouveau spectacle est un mix entre les meilleurs succès de Genesis, Phil Collins et de ses propres succès. Le 21 novembre, il va y avoir du théâtre à la salle Jean Cossette. La lecture théâtrale de « Je t'aime encore », un monologue axé sur l'amour. Et pour conclure le mois, le 26 novembre, nous aurons la chance d'avoir un humoriste, Guillaume Pinault, que vous entendez sûrement, entre autres, au 99.9 Rouge, dans Véronique et les Fantastiques. C'est un des Fantastiques que nous allons avoir la chance d'avoir le 26 novembre. Il est passé nous voir en rodage de son premier spectacle il y a déjà 2 ans, mais maintenant, il nous revient avec son tout premier one-man show. Je suis présentement avec Michel Coutu, directeur général et artistique de Diffusion Mordicus. Bonjour Michel, comment ça va? Bonjour Christophe, ça va bien toi aussi? Ça va très bien, merci. Ma question est toute simple. Pourquoi faut-il aller voir des spectacles ces temps-ci? Ben, c'est assez simple. Il faut venir fréquenter la salle Jean Cossette pour encourager évidemment les artistes, pour encourager aussi la culture en général, parce qu'on sait que c'est important, parce que la salle Jean Cossette appartient aux Matapédiens. Et dans les temps qui nous... Présentement, évidemment, on ne peut pas avoir de salle pleine, donc ça nous permet de faire par contre des spectacles plus intimistes, d'avoir quand même de gros noms, d'avoir des formules piano-voix, guitare-voix ou bien des lectures théâtrales. Donc, il y a des artistes, évidemment, qui peuvent encore se déplacer pour venir ici à la salle Jean Cossette jusqu'à preuve du contraire. Donc, on fait des plus petites programmations, de là le nom, justement, 1 mois pour mois. Ce sont des spectacles qui s'adressent à un certain public, évidemment, mais qui sont ouverts à tout le monde. Donc, on a quand même de belles productions, on a des belles surprises. Donc, mois par mois, on avance 14 jours à la fois, je te dirais. Donc, c'est important de soutenir la culture, justement, pour pas que tout ça tombe dans l'oubli et que la salle Jean Cossette reste le plus vivant possible. Si vous voulez des billets, sachez que maintenant, ça ne se fait plus par voie électronique. Il faut passer soit au Select Hotel, au bureau de Diffusion Mordicus ou appeler Diffusion Mordicus par téléphone. Pour plus d'informations sur les spectacles et l'achat des billets, je vous conseille d'aller vous renseigner au site internet de Diffusion Mordicus ou sur leur page Facebook pour rester informé. Alors voilà, c'était tout pour cette chronique culturelle pour parler de ce qui s'en vient dans la Matapédia, car c'est bien beau de parler des autres, mais il faut aussi être fier de nous, être fier de la culture que nous pouvons aller voir dans notre belle vallée. On se retrouve la semaine prochaine dans votre émission d'hebdomadaire info.tvc. Merci, c'était Christo. Ciao! Informatique Barrest est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Barrest, vente et réparation d'ordinateurs, services commerciaux et résidentiels. 418-629-INFO. La pandémie force les organisations matapédiennes à se renouveler côté campagne de financement? Oui, j'ai encore parlé à Marie-Michel Voyer, mais elle porte plusieurs chapeaux dans la Matapédia, Marie-Michel. Oui. Là, c'est en tant que coordonnatrice de la Fondation Action Santé. Puis on parle, c'est Fondation Action Santé, c'est important de le dire, de l'hôpital d'Amqui. Puis on parle des différentes activités qui auront cette année pour amasser des dons parce que c'est encore différent à cause de la pandémie. Tout à fait. On est à l'hôpital d'Amqui pour parler de la Fondation Action Santé de l'hôpital d'Amqui. Je suis encore cette semaine avec Marie-Michel Voyer, mais maintenant en tant que coordonnatrice de la Fondation
Action Santé, mais pas en tant que directrice générale du cinéma Figaro. Dans le jus? Non, je vais dans le jus. Alors, tout d'abord, j'aimerais savoir, c'est quoi, pour les gens qui ne le savent pas, c'est quoi la Fondation Action Santé? La Fondation Action Santé, c'est une fondation qui amasse des fonds dans le but d'acheter des équipements supplémentaires pour nos installations du CIS de la Matapédia. Donc, ici, là, à l'hôpital d'Amboise. Donc, c'est des équipements qui ne seraient pas achetés avec les fonds du ministère. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on ramasse vraiment l'argent dans la population et elle revient à la population pour des équipements supplémentaires là, pour le bien-être des usagers. Okay. Puis là, cette année, c'est différent, encore une fois, à cause de la COVID-19. Habituellement, les activités que vous faisiez, c'était quoi? Bien, à l'été, habituellement, on avait un tournoi de golf. Okay. Puis, à Noël, on avait toujours on avait toujours Opération Nez Rouge. Donc, okay. Opération Nez Rouge qui finance... Qui a été annulée cette année. Oui, qui finance moitié-moitié là, dans la Matapédia, la Fondation du CEMEC et la Fondation Action Santé. Donc là, cette année, on a quelques moyens de financement autres qu'on voulait partager. Donc, vous devez savoir là, que les billets pour l'Association du cancer de l'Est du Québec sont toujours en vente. Le tirage a été reporté en janvier. Et si vous voulez encourager à la fois l'Association du cancer de l'Est du Québec et la Fondation Action Santé, vous devez acheter votre billet chez Brunet à Amqui. OK. Alors, chez Brunet à Amqui. Oui. Bon, on se gagne. On peut en avoir ailleurs, mais ceux qui encouragent à la fois les deux organisations, c'est ceux qui sont en vente chez Brunet. Il y a 3 activités. Il y a 3 événements. La première, c'est qu'est-ce que vous venez de dire. Puis par la suite, il y a aussi un spectacle qui s'en vient. Oui, donc c'est un spectacle virtuel pour les fans de Claude Léveillé. C'est un spectacle hommage à Claude Léveillé. Donc, comme je disais, c'est un spectacle virtuel. C'est en novembre. Toutes les informations se retrouvent sur notre page Facebook. Mais comment ça fonctionne, c'est que vous achetez votre laissez-passer au coût de 25 $. Et puis, il y a 10 $ qui reviennent là, à la Fondation Action Santé. Donc, quand vous allez, ça s'appelle lepointdevente.com. Vous allez dans billets et dans la section pour Claude Léveillé. On va le mettre en bas de l'écran. Vous pourrez choisir pour quelle fondation vous donnez et la Fondation Action Santé est dans la liste. Donc, vous devez acheter votre billet avec la ligne de la Fondation Action Santé. Parfait. Et pour finir, il y a aussi vous allez finalement vendre des masques de protection pour encore la Fondation. C'est ça. Donc, la troisième chose que présentement on a mis en place là, pour amasser des fonds, c'est une vente de masques en coton présentement qui se passe dans les commerces de la ville d'Amqui. Donc, vous pourrez voir, sont dans des petits paniers. C'est bien indiqué que c'est pour votre fondation et c'est un masque qui est neutre. Les noirs et le petit logo de la fondation là, est dessus. Donc, ce qu'on achète cette année avec les sous amassés, il y a un guide scope qui sert là, pour faire les colonoscopies. Donc, ça va avec le bloc opératoire. Et le deuxième équipement, c'est un Hervo. Ça sert entre autres là, pour maintenir l'oxygénation des petits bébés, si ma mémoire est bonne. Donc, c'est les 2 gros équipements qui seront achetés cette année. Mais évidemment, là, il y a souvent des petites choses qui se greffent pour la résidence Marie-Anne-Ouellette, des choses comme ça. Là. Donc, ça sert vraiment aux usagers de la Matapédia. Parfait. Est-ce qu'on avait autre chose à ajouter? Bien, très bientôt, vous pourrez... on va annoncer ça là, officiellement d'ici 2 semaines, mais il y aura un gros moyen de financement qui va être mis en place de toutes les fondations des hôpitaux de tout le Bas-Saint-Laurent. Donc, très bientôt, on va être prêt à vous annoncer ça. C'est nouveau cette année et ça va être très beau. Parfait. Bien, merci beaucoup, Marie-Michel Voyer, coordonnatrice de la Fondation Action Santé. Et petite parenthèse que j'aimerais dire, toutes les fondations sont bonnes, c'est sûr, mais c'est bien parce qu'on sait que Fondation Action Santé, c'est vraiment dans la vallée de la Matapédia, finalement, que l'argent, les dons revient pour l'hôpital d'Amqui. Ne manquez pas le Télébingo tous les dimanches 12h30. Nous aurons droit cette saison à 40 séances, dont 4 méga bingos de 2500 $ et les premiers bingos du mois, la carte pleine est à 1000 $. En nouveauté cette année, achetez 4 cartes sur une seule feuille pour seulement 5 $. 4 fois plus de chances de gagner. Allez chercher vos cartes dans vos points de vente favoris. On s'en va retrouver Francis qui vous explique comment écouter des balados. Ça fait 2 semaines qu'on vous dit qu'on a lancé un podcast Je migre en région, mais on vous a pas expliqué
comment faire pour les écouter. Donc, Francis nous a fait un petit tutoriel à la YouTube pour nous montrer comment écouter des podcasts. Oui, puis on entend beaucoup le mot podcast balado, mais c'est ça, ça veut dire la même chose finalement. C'est ça. Donc, à vos téléphones intelligents, vos tablettes, vous allez apprendre comment écouter les podcasts. Devant leur popularité grandissante, on nous a demandé dernièrement qu'est-ce que c'était un podcast. Un podcast, ou balado en français, c'est une sorte d'émission audio qu'on peut écouter au moment où est-ce qu'on veut, qui a une durée indéterminée puis qui peut aller dans toutes sortes de thèmes possibles et impossibles. Génial, non? C'est un peu comme une vidéo sur demande, mais sans les images. Vous me suivez? Le format des balados est vraiment très variable tant dans la durée que dans les thèmes abordés. Ça peut par exemple prendre la forme d'une entrevue ou d'une discussion sur un sujet donné comme le sport, la santé, la politique ou le marketing en ligne. Ça pourrait aussi être une émission d'enquête sur des crimes non résolus dans les années 80. Ça pourrait être une émission de sketch humoristique. Puis ça peut aussi être des fois des émissions de radio qu'on écoute en rediffusion. En 2019, Apple Podcast, qui est vraiment la référence en termes de diffusion de balados à travers le monde, répertoriait plus de 750 000 podcasts différents déclinés en plus de 20 millions d'épisodes sur son site. Ça fait beaucoup d'heures d'émissions à écouter et il y en a assurément dans le lot qui pourraient vous intéresser. Mais comment est-ce qu'on fait pour les écouter? Bonne question. Écouter un balado, c'est très simple. Vous pouvez en écouter sur vos appareils mobiles ou sur votre ordinateur de bureau. Pour le faire, sur un appareil mobile tel que les téléphones intelligents ou les tablettes, vous devez utiliser une application qui vous permet d'accéder à un catalogue de podcasts, de choisir vos balados préférés et de les écouter. Les utilisateurs d'iPhone ont déjà l'application Apple Podcast ou Balado d'installer sur leur appareil. Si vous ne l'avez pas déjà d'installer, allez sur l'App Store ou sur le Google Store, sur la page Rechercher, lancez une recherche pour Apple Balado. Trouvez l'application et installez-la sur votre appareil. Une fois que c'est fait, ouvrez l'application Balado. Vous pouvez parcourir les suggestions qu'on vous propose et même faire des recherches selon vos champs d'intérêt. Vous pouvez également faire des recherches ciblées sur un podcast en particulier, par exemple le balado Je migre en région que la TVC a réalisé dernièrement. Les résultats de recherche vous proposent des émissions et les épisodes trouvés en lien avec vos termes de recherche. Vous pouvez sélectionner une émission pour en lire la description et écouter les épisodes disponibles. Vous pouvez également vous abonner à un balado. En le faisant, vous recevrez une notification à toutes les fois qu'un nouvel épisode sera dévoilé. De cette façon, vous ne manquerez rien de vos émissions préférées. Si vous souhaitez écouter des balados sur votre ordinateur de bureau, vous pouvez faire une recherche directement sur Google. Certains balados sont répertoriés directement dans les résultats de recherche. Vous pouvez également passer par des sites d'hébergement de podcasts comme celui de Balado Québec qui offre une grande sélection de balados francophones produits au Québec. Vous pouvez également faire la recherche de vos balados préférés sur YouTube car plusieurs podcasteurs utilisent la populaire plateforme vidéo pour diffuser leurs productions. Voilà, c'est aussi simple que ça. Avec ces quelques trucs simples, vous pouvez maintenant vous lancer dans l'exploration du monde merveilleux du podcast. Bonne écoute! Et voilà, c'est ce qui conclut notre émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Zoé, d'avoir été avec nous. Mardi, tu vas nous parler d'Halloween, hein? Ça s'en vient, là? Oui, bien, il y a plusieurs événements qui s'en viennent pour l'Halloween dans la vallée de la Matapédia au complet. Puis c'est vraiment différent d'une municipalité à l'autre. Oui, il faut faire attention, là. Même au Québec, là, c'est différent. En Comme général. on disait, M. Legault, il est autorisé, mais pas trop. Il est autorisé, mais pas trop. il a mis ses règlements par rapport à l'Halloween, mais il laissait à la discrétion, finalement, des municipalités de décider, eux,
comment qu'elle allait gérer l'Halloween. Bon, nous, on sait que la ville d'Amqui, ils ne préfèrent pas qu'ils invitent les gens finalement à ne pas passer l'Halloween, de faire plutôt une petite soirée d'Halloween en famille. Mais c'est différent pour chaque municipalité. Donc, je sais qu'il va y avoir un événement à Sébec, à la Côte-Saumon, à Amqui, comme on a parlé la semaine passée. Ils vont aller dans les cours d'école Saint-Ursule et l'école Caron pour distribuer des bonbons. Donc, mardi, je vous fais un petit topo à Halloween. Oui, donc mardi, vous allez tout savoir où passer l'Halloween, où ne pas passer l'Halloween, où aller chercher des bonbons, où ne pas aller chercher des bonbons. Toujours avec la distanciation sociale. Alors, le masque sera en vogue cette année dans le costume d'Halloween. Mesures sanitaires aussi. Oui. Et couvre-visage. Oui. Merci beaucoup, Zoé. On se retrouve mardi. Et vous, à la maison, je vous invite à ne pas manquer notre télé-bingo ce dimanche, 12h30. Vous allez pouvoir gagner 700 $ au total en Grand Prix. Vous avez aussi le conseil de ville d'Amqui. On a vu l'entrevue avec M. Pierre Damour, le maire d'Amqui. Si vous voulez voir le conseil en entier, il est sur nos ondes cette semaine. De plus, vous pouvez voir aussi Héritage avec Jean Guéry. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Passez un très bon week-end. On se retrouve mardi.